Cette deuxième conférence, toujours par une journaliste de Splend, Julie Lalouette-Geffroy, sur donc la méthanisation, puisque cette enquête vient de sortir entre le 13 et le 16 septembre. Donc ils nous font l'honneur d'une première conférence sur cette enquête toute fraîche, toute nouvelle. Et je vais passer d'abord la parole à Sylvain Ernaud, qui va nous présenter tout ça. Je les remercie d'avance. Merci beaucoup. Merci Annie, rebonjour ou bonjour à toutes et tous. Effectivement, nous sommes tous les deux journalistes et nous sommes cofondateurs de Splend, cette association ONG, cellule d'enquête journalistique. On ne sait plus bien comment se présenter, média en tout cas. Qui propose ces enquêtes en accès libre sur le site splend.org et également la première sous format papier que vous pourrez retrouver sous notre stand. Donc il y a maintenant 2 semaines, ce mois de septembre qui fait que l'année débute en fanfare, nous avons publié une 4e enquête qui porte sur le sujet, je pense, qui nous a été le plus réclamé depuis la fondation de l'association, en sachant qu'on a un penchant pour les questions agroalimentaires. C'est la méthanisation, et donc là, en ce qui concerne la Bretagne, la méthanisation agricole. On va le voir avec Julie, qui se développe énormément, et sans que on ait forcément tout, en tant que citoyen, on ait toutes les informations qui nous permettent de juger du bien fondé ou non de cette forme de production d'énergie, puisque c'est cela dont il s'agit aujourd'hui. Pour présenter en quelques mots Julie, tu es journaliste indépendante, on dit aussi freelance, et dans le jargon c'est pigiste. Tu avais déjà travaillé sur la question de la méthanisation pour le site Reporter il y a 2 ou 3 ans. Et peut-être que tu peux dire avec quel titre tu collabores sinon, où est-ce qu'on peut te lire par ailleurs? Bonjour à tous. Alors moi je me suis beaucoup spécialisée sur les questions d'environnement et d'agriculture, donc effectivement je collabore régulièrement avec Reporter, quotidien de l'écologie, mais aussi avec Libération ou la presse professionnelle, en l'occurrence Culture Marine, le magazine des ostréiculteurs, et par exemple Produits de la mer également, mais aussi avec Technicité, qui est une presse destinée aux techniciens des collectivités territoriales. Voilà, pour dresser un peu les différentes collaborations que je peux avoir. Donc, première question, au-delà des sollicitations que nous on a reçues pour traiter ce sujet, c'était pas suffisant pour qu'on s'en saisisse. Il fallait qu'il y ait un intérêt journalistique, et puis les critères un peu de sélection chez Splend, c'est d'avoir un caractère assez sensible, d'être d'intérêt public et concerner la Bretagne de façon assez générale. C'est-à-dire que les enquêtes ultra locales, ce ne sera pas forcément pour nous, mais là, la méthanisation, c'est vraiment tous les départements bretons qui sont touchés. Alors, en quoi c'était sensible? En quoi on cochait la case question sensible? En fait, il suffit de regarder, de lire la presse locale pour voir le nombre d'articles qui peuvent être faits sur l'inquiétude des riverains par rapport au développement de la méthanisation. Vous voyez bien qu'il y avait un souci, des inquiétudes. Il y a aussi beaucoup d'accidents qui ont pu être recensés, des pollutions de cours d'eau, et évidemment une pollution qui a été plus importante que les autres au sud du Finistère vers Châteaulin, en août 2020, où 180 000 personnes ont été privées d'eau potable pendant quasiment une semaine. Et ça, c'était un accident lié au méthaniseur du coup de Châteaulin, juste à côté. Donc, il y a tous ces petits signaux d'alerte, et puis c'est vrai qu'en se promenant tout simplement en fait en Bretagne, on voit bien qu'il y a des dômes qui poussent de partout, et du coup on s'est demandé voilà, qu'est-ce qui est, on voit bien qu'il y a quelque chose, une dynamique générale qui traverse à peu près la région, et donc la question qu'on s'est posée, c'est quelles conséquences ça a sur notre territoire, qu'est-ce que ça implique, parce qu'on voit bien que ça se développe beaucoup, et donc avec quelles conséquences. Donc c'était un peu la rampe de lancement finalement de cette enquête. Alors précisons-le, l'enquête ne se veut pas exhaustive sur la méthanisation, elle se veut complémentaire de ce qui a déjà pu être publié, y compris par toi d'ailleurs.
Elle s'attache à pointer du doigt des problèmes. Bon, on peut se dire que c'est un constat assez sombre, mais c'est vrai que nous, en tant que journalistes, on est plutôt là pour mettre le doigt là où ça fait mal. Mais l'idée de notre enquête, c'était pas de jeter nécessairement la méthanisation de façon globale avec l'eau du bain. Donc on a choisi quatre grands axes, et c'est ce qu'on va résumer avec vous cet après-midi. Tout à fait. Alors c'est vrai que le sujet pour nous, c'était pas du tout pour ou contre la méthanisation. Nous, on se positionne vraiment sur comment elle se développe et dans quelles conditions, et du coup quelles conséquences ça a. Donc on est vraiment sur la question des conséquences territoriales et les différents volets qu'on a abordés. En fait, le premier volet concerne la question des contrôles des installations. Donc c'est un point un peu plus réglementaire. On s'est bien rendu compte en fait que effectivement, en fait, c'est comme dans la vie, il y a la théorie et il y a la pratique. Et en théorie, il y a une réglementation qui existe, qui est rédigée. En théorie, il y a des contrôles qui doivent être faits régulièrement, et des sanctions, et des mises en demeure, etc. quand il y a des problèmes. Mais on se rend compte qu'en réalité, ça ne se passe pas forcément comme ça, parce que les contrôles ne sont pas forcément faits, parce que les agents des services de l'État ne sont pas forcément suffisamment formés. Enfin, voilà, on se rend compte qu'il y a en fait, entre la théorie et la pratique, il y a quand même un écart entre les deux, ce qui explique qu'il y a pas mal d'unités de méthanisation qui ne sont pas forcément contrôlées et pas forcément sanctionnées. On se rend compte aussi, alors je vous le fais juste en résumé et on va revenir peut-être plus dans le détail après, on a un volet qui est plus économique sur où va l'argent en fait de cette valeur ajoutée, parce que du coup on fait de la méthanisation pour pouvoir dégager une énergie renouvelable, ce qui génère de l'argent, et ça va dans les poches de qui? Est-ce que ça va dans la poche des agriculteurs ou pas? Et on se rend compte que plutôt pas, ça va plutôt vers les industriels de l'énergie. On a un troisième volet qui est sur la question du gâchis alimentaire, l'utilisation des terres agricoles plutôt pour produire de l'énergie ou pour l'alimentation, et un dernier volet sur les questions sanitaires. Voilà, pour vous dépeindre un petit peu les quatre volets que vous pouvez retrouver sur notre site. Alors peut-être pour reprendre un peu le fil, et peut-être pour reposer qu'est-ce que c'est la méthanisation, pour que ce soit un peu clair pour tout le monde, parce que si vous prenez dans la campagne, vous voyez des dômes. En fait, ces dômes, c'est un peu comme des grosses marmites. Et dedans, en fait, on met des déchets, de la matière organique qui peut être végétale, des déchets de culture par exemple, mais aussi animale. Donc ça va être des lisiers, des fumiers, mais ça peut être aussi des déchets qui viennent des abattoirs par exemple. On mélange tout ça. Il y a un gaz qui se dégage, du méthane, et il y a un résidu qu'on appelle digestat, mais il faut bien avoir en tête que ce résidu, il y en a quand même beaucoup, hein. C'est pas 3 petits grammes quand même, il en reste vraiment beaucoup, et donc ce digestat est ensuite utilisé comme engrais qu'on va épandre sur les terres agricoles. Donc ça dresse une espèce de carte postale qui est pas mal. Enfin, qu'est-ce qu'on a des déchets? On en a plein, qu'est-ce qu'on en fait? On en fait du gaz, de l'énergie renouvelable, bon bah c'est super quoi. Sauf que évidemment, ça c'est en théorie, et en pratique c'est un peu plus nuancé que ça, évidemment. Il y a plein de facteurs qui rentrent en ligne de compte. Et alors déjà, pour voir en fait au niveau de ce méthane, en fait on peut en faire de l'électricité et de la chaleur. Et avec la chaleur, on peut chauffer une porcherie, développer un atelier de séchage, chauffer une serre. Ça, c'est la première technologie, ce qu'on appelle la cogénération. C'est la technologie qui était celle qui a été mise en place dès le début de la méthanisation en Bretagne. Et depuis 2015, on passe à un tournant technologique où on va sur l'injection, là où il s'agit d'injecter directement le gaz dans le réseau de gaz. Donc, ce qui est intéressant parce que du coup, il y a beaucoup moins de pertes en fait de méthane entre les deux. Par contre, ça coûte beaucoup plus cher. Et pour avoir un ordre de grandeur, en gros, une unité en injection, c'est 5 millions d'euros. Une unité en cogénération, c'est 1 ou 2 millions d'euros. Donc forcément, il faut mettre en place le modèle économique derrière pour que ce soit rentable. Donc c'est ça un peu tout l'enjeu de cette enquête, c'est de voir dans quelle dynamique on est en train d'aller. Alors, pour dire un peu
le contexte breton, on a aujourd'hui plus de 200 méthaniseurs qui sont en fonctionnement. Ça a un peu évolué, enfin, c'est-à-dire que depuis la publication de l'enquête, les chiffres ont été mis à jour, c'est ça? Oui, et c'est hyper intéressant parce que ça montre bien la dynamique, en fait, à quel point c'est en train d'aller vite en ce moment. Quand nous on a fait l'enquête, le dernier recensement est daté de janvier 2022. On était à 186 méthaniseurs en Bretagne, et là, depuis 6 mois, le dernier recensement c'est septembre. Il est sorti 2 jours après la sortie de l'enquête. On a 25 méthaniseurs en fonctionnement de plus depuis le début de l'année, depuis 6 mois. Ce qui n'est pas étonnant parce qu'il y a un objectif de doublement d'ici combien? Je ne sais plus, je n'ai plus la date butoir en tête, 2000, je sais plus. Mais c'est assez rapproché. Ah oui, complètement. Et d'ailleurs, sur les objectifs énergétiques posés par le gouvernement, c'est l'énergie renouvelable méthanisation qui atteint ces objectifs et qui va même au-delà par rapport aux autres existantes. Donc on est vraiment sur une accélération très très forte qui est en train de se développer en France et en Bretagne. En Bretagne, on est la deuxième région. J'allais dire, donc la première région c'est le Grand Est, mais qui est d'ailleurs une région en superficie qui est plus grande, qui est céréalière dans sa production. Et en Bretagne, comme vous le savez, ici chez Alto Marée Verte, comme on a pu le dire ce matin avec l'enquête ammoniac, on a une région d'élevage, première région d'élevage de France et l'une des premières d'Europe. Or, il y a un lien entre développement de la méthanisation et l'élevage. La spécificité de la Bretagne, c'est qu'on est sur plutôt des petites unités de méthanisation sur le territoire, à la différence du Grand Est, où on va être sur des unités qui sont beaucoup plus importantes, des marmites. Quand je dis unité, c'est des marmites plus grandes. Donc c'est vrai que c'est la spécificité bretonne et qui fait que ça a été beaucoup porté vraiment par les agriculteurs et les éleveurs et pensé souvent comme un complément de revenu, c'est-à-dire que pour faire face aux aléas du prix du lait, du prix du porc, la méthanisation apporte un revenu fixe parce qu'on signe un contrat sur 10, sur 15 ans. Donc il y a une rentrée d'argent qui est garantie et ça permet d'être plus solide pour faire face aux à-coups liés aux aléas du prix du lait et du porc. Donc la méthanisation pouvait apporter ce complément de revenu. Et pourquoi pas même d'ailleurs développer une nouvelle activité avec la technologie de la cogénération et la chaleur qu'elle dégage en développant une activité secondaire dans l'exploitation. Or, on va le voir, ce panorama est en train d'être chamboulé et Ploufragan en est un des exemples à côté de Planguenoil ici. Mais dans un premier temps, revenons sur le premier volet qui porte sur le manque, voire l'absence de contrôle de ces chaudrons pour des questions de normes. Donc, pour quelles raisons? Alors, toutes les unités de méthanisation sont ce qu'on appelle des installations classées pour l'environnement. Donc, classées pour l'environnement, ça veut dire que ce sont des installations qui peuvent représenter un risque pour l'environnement, raison pour laquelle il y a une réglementation dédiée. Et dedans, il y a 3 catégories, les petites, les moyennes et les grosses installations. Vu que l'essentiel des méthaniseurs bretons sont des petites unités, ça appartient à la catégorie des petites installations, et du coup là le contrôle n'est pas obligatoire. Il y a des contrôles en fait quand il y a quand il y a eu un problème ou quand il y a eu un signalement. Donc il n'y a pas de contrôle. Voilà. Et sur les moyennes installations, là aussi il va y avoir des contrôles qui sont pour le coup plus réalisés, parce que là c'est une obligation réglementaire. Néanmoins, dans son rapport de novembre 2021, la Cour des comptes a dédié un rapport sur la question des contrôles dans les installations classées pour l'environnement et avec un focus méthanisation Bretagne, et qui montre bien que déjà les contrôles ne sont pas faits. Ils ont mené une action coup de poing avec 84 contrôles sur la région. Donc 84 contre aujourd'hui 186 méthaniseurs. Donc, vous voyez un peu les proportions que ça représente. Et on voyait qu'à peu près c'était les 2/3 des installations n'avaient pas mis en place les recommandations nécessaires pour éviter d'avoir un impact sur l'environnement. Et dans les échanges de courriers entre les services de l'État, était écrit que, vu que les contrôles ne sont pas effectués, à quoi bon mettre en place et investir dans les dispositifs nécessaires pour protéger l'environnement. Donc en gros, c'est le principe de l'accord du gendarme. S'il n'y a pas de gendarme, on n'y va pas. Enfin, voilà, et ça, c'est écrit, et ça se comprend assez bien. Enfin, c'est comme les contrôleurs dans les trains. Il peut y avoir des tentations de frauder le train quand il n'y a pas de contrôleur.
et en gros, c'est à peu près ce qui se passe, quoi. Et donc ça, c'est écrit et c'est documenté. Et les conséquences que ça a, c'est que les mesures nécessaires ne sont pas mises en œuvre. Et donc évidemment, quand il y a un problème, bon, bah, ça devient un gros problème, quoi, forcément. Et les problèmes essentiels qui ont été recensés, c'est surtout des problèmes de matériel, des problèmes de formation, parce qu'on est quand même sur des procédés qu'on pourrait qualifier d'industriels. En tout cas, c'est pas les mêmes compétences que quand on fait de l'élevage. Voilà, c'est un autre matériel, c'est d'autres savoir-faire, et donc il faut se former pour ça. Et bah, forcément, au début de la filière, bon, bah, chacun a un peu improvisé, la filière se construit. C'est ce qui est souvent dit, hein, d'ailleurs, par les acteurs de la filière, c'est qu'aujourd'hui, la filière est en train d'arriver à une forme de maturité, se structurer. Bon, ça fait quand même 15 ans qu'on se lance dedans, quoi. Donc il y a des choses quand même qui sont faites. Mais en tout cas, pour le moment, on voit bien qu'il y a très peu de contrôle, et quand ils sont faits, même s'il y a des mises en demeure et des alertes en disant vous devez investir sur ceci, cela, les personnes concernées ne le font pas forcément. Il y a des mises en demeure 1, 2, 3 et des condamnations, et voilà, c'est pas forcément suivi. On va avoir une coupure du son et de l'image. Ouais, fin de la coupure. C'est pas possible de reprendre le fil après ça. Donc oui, donc voilà, donc sur la question des contrôles, comme je vous disais, donc il n'y en a pas beaucoup, et même quand ils sont faits, qu'il y a des alertes qui sont posées avec des mises en demeure et des rappels et des relances, enfin voilà, les choses ne sont pas forcément mises en œuvre non plus derrière. Donc voilà, donc, ce qui pourrait laisser penser que finalement peut-être que la solution serait d'avoir des très grosses unités, comme ça on rentre dans la réglementation des très grosses unités avec des contrôles renforcés. Ceci, ça pourrait être une piste. Pour autant, je l'ai cité tout à l'heure, il y a eu l'accident de Châteaulin, qui était plutôt un gros site, un site industriel, qui était à l'époque géré par Volvé, racheté depuis par Engie Bios, filiale d'Engie. Donc là, on est porté par des acteurs de l'énergie. Ça n'a pas empêché l'accident, avec donc c'est quasiment 200 000 habitants sans eau potable. Donc le gros calibre avec une grosse réglementation et plein de contrôles n'est pas une garantie. Je pense que vous connaissez cette expression qui dit que le risque zéro n'existe pas. Pour le volet contrôle, je pense que je pense après vous avoir résumé le propos. Et du coup, si je me lance directement vers le deuxième volet, excusez-moi, je t'en prie. Peut-être parler de la situation d'IFINDIC, parce que c'est particulièrement criant qu'à IFINDIC, il y a une concentration incroyable de entre guillemets petits méthaniseurs et qui passent sous les radars, alors que on est dans le... Je ne sais pas si on peut parler du château d'eau de Rennes, mais c'est un peu ça. Oui, alors IFINDIC, donc c'est une commune qui est assez étendue, qui se situe à l'ouest de Rennes. Et là, on a 14 méthaniseurs en fonctionnement aujourd'hui. On en a 14 de plus qui arrivent là dans les maximum 5 ans. Donc ça en fait beaucoup. Et en fait, cette marmite, il faut l'alimenter tout le temps. Enfin, je veux dire, ça nourrit tous les jours. Donc, il faut avoir assez de déchets. Donc, le principe de base, si on se rappelle la carte postale que je vous décrivais tout à l'heure, c'était l'idée de, je prends les déchets de mon exploitation, et bon, limite, je fais le complément avec le voisin que je connais bien. Sauf que là, quand il y en a plein, il y a une concurrence, en fait, sur les déchets. Et c'est ça qui est en train de se passer. Il y a un marché des déchets agricoles qui est en train de se monter. Par exemple, sur les déchets d'abattoirs, avant, les abattoirs payaient les agriculteurs pour qu'ils les débarrassent des déchets. Aujourd'hui, les agriculteurs payent pour pouvoir récupérer ces matières. Parce que ces matières ont la capacité de dégager beaucoup de méthane. Parce que c'est vrai qu'en Bretagne, je reviens sur ce petit point-là, mais on disait qu'en Bretagne, c'est beaucoup développé autour de l'élevage, et on dit que c'est un bon moyen de valoriser les lisiers et les fumiers. Sauf que les lisiers et les fumiers dégagent du méthane, mais au final pas beaucoup. Ce sont vraiment les cultures qui en dégagent beaucoup. Maïs en tête par exemple. Les déchets issus des abattoirs comme les graisses ou ce qu'on appelle les matières stercoraires, c'est en l'occurrence le contenu des intestins, ça dégage beaucoup de méthane. Donc au final la valorisation des lisiers et des fumiers, oui, mais tout seul ça marche pas. C'est comme une soupe quoi. Il faut des ingrédients et il faut bien équilibrer le truc quoi. Donc c'est exactement la même idée. Et là, du coup, il y a une compétition qui se développe et des prix qui sont en train de monter sur le déchet agricole. Alors, pas le déchet au sens réglementaire, hein, mais de ces matières agricoles qu'on va pouvoir apporter dans le méthaniseur. Donc là, il y a des prix qui sont en train de monter et on voit même que ça peut faire des problèmes de mise en tension et en concurrence. Je pense particulièrement au maïs, où là, cet été, avec la sécheresse en Ille-et-Vilaine,
la FDSEA a interpellé la Chambre d'agriculture en disant que les prix du maïs étaient en train vraiment de monter, mais dangereux, de monter beaucoup trop, parce qu'il y a cette concurrence entre j'achète du maïs pour nourrir le méthaniseur ou pour nourrir les bêtes, et en fonction de qui est l'acheteur, le prix peut varier. C'est-à-dire que si c'est un éleveur qui veut acheter le maïs ou si c'est un acteur de l'énergie, on est prêt à mettre des prix différents sur la table pour cette denrée. Donc là, sur IFINDIC, on voit bien que c'est ça qui est en train de se passer parce qu'on est sur un territoire qui est vaste, mais bon quand même. Là, on a beaucoup d'unités de méthanisation qui se développent, portées par des agriculteurs qui se réunissent aussi entre eux. Et du coup, cette concurrence là sur le déchet est en train de s'attiser de plus en plus fortement. Donc, sur ce territoire-là, ça commence à être vraiment tendu. Et le fait qu'il y en ait beaucoup, plein de petits, du coup, on reste dans cette catégorie des petites installations, donc sans contrôle obligatoire. Donc, ce sont des petits risques qui se multiplient. Et nous sommes sur vu qu'évidemment, tout est toujours un peu plus complexe, une nouvelle variable, une nouvelle carte rentre sur ce territoire-là. En l'occurrence, on est sur le bassin versant du Meux, qui est un bassin on est sur une zone qui est classée en zone prioritaire sur l'alerte aux pesticides et qui alimente Rennes Métropole en eau potable, donc 450 000 habitants. Et donc c'est déjà une zone qui est qui est très tendue sur la question des pesticides, particulièrement tout ce qui est utilisé pour la culture du maïs. Et donc là, on rajoute en fait une pression supplémentaire et donc on ramène des risques de pollution supplémentaire sur un territoire qui est déjà tendu. Donc là, typiquement, sur IFINDIC, c'est assez on l'a appelé un peu capitale de la méthanisation et vu la densité, je pense que on est quand même pas mal. Mais voilà, la situation est en train d'évoluer. Vous parlez de manne gazière. Chez vous, c'est Julie et Raphaël Baldos qui est co-auteur de l'enquête. La manne gazière en train d'échapper aux agriculteurs. C'est-à-dire qu'eux-mêmes sont en train de se faire bouffer. Exactement. En fait, parce que vu qu'on est on est en train de changer de technologie, je vous disais, on passe de la cogénération à l'injection avec des investissements plus importants. Du coup, il faut des marmites plus importantes pour pouvoir les rentabiliser. Et ça, un agriculteur seul, il faut pouvoir aller à la banque et réussir à avoir un prêt. Donc on peut se mettre à plusieurs agriculteurs, mais il y a aussi d'autres acteurs qui arrivent parce qu'on est sur un marché concurrentiel et c'est le marché de l'énergie, celui de l'énergie renouvelable, avec des objectifs gouvernementaux, de mix énergétique, etc. Donc dans la concurrence qui est là, on a les industriels de l'énergie, des entreprises comme des filiales qui appartiennent à Total ou Engie par exemple. Donc qui arrivent avec une autre force de frappe, avec des investissements et avec des compétences industrielles pour le coup, donc qui sont habitués à des process et qui ne sont pas du tout issus du milieu agricole. Donc on a en fait plusieurs visions qui sont en train qui se touchent. La méthanisation, on est à cheval sur le secteur de l'agricole, le secteur de l'énergie et celui de la gestion des déchets. Donc là, si on va sur le côté de l'énergie, on a un autre acteur, une autre typologie d'acteurs qui arrive avec des compétences et des moyens financiers qui sont différents et qui sont beaucoup plus importants, quoi. Donc on voit qu'effectivement ce sont des acteurs qui arrivent. Il suffira d'aller en Bretagne, le nombre de méthaniseurs est plus flagrant par exemple, c'est Engie. Oui, c'est Engie. Et le gouvernement est évidemment au courant de cette situation puisque des chercheurs ont produit des notes qui sont donc citées dans ce papier de la part de deux économistes qui sont si un agriculteur les lit, il est plutôt dissuadé d'investir dans la méthanisation parce qu'on dit à terme c'est pas pour toi, quoi. Oui, tout à fait, et c'est écrit de manière très très explicite dans leurs travaux. Ils disent bien aujourd'hui, c'est des travaux qui datent il y a moins de 2 ans, quoi. Aujourd'hui on est au milieu du gué, quoi, particulièrement pour les éleveurs. Parce que les céréaliers, c'est pas tout à fait les mêmes configurations, et pour la Bretagne, donc plutôt terre d'élevage, ils estiment que les éleveurs, c'est la valeur ajoutée en train de leur passer sous le nez, parce qu'en fait, ça demande beaucoup d'investissement, beaucoup de matériel, ils sont pas forcément en capacité de pouvoir le faire, et du coup, il y a des effets d'opportunité, tout simplement, qui se créent. Donc les acteurs de l'énergie sont en train de porter ces projets-là de plus en plus importants, et les éleveurs risquent de se retrouver, et c'est vraiment ce qui est en train de se passer, d'être ce qu'on appelle des apporteurs de matière, c'est-à-dire en fait des sous-traitants, c'est-à-dire qu'ils vont en fait fournir leur lisier, leur fumier,
Les méthaniseurs portés par des acteurs de l'énergie font leur méthane et hop, ils renvoient un petit peu de digestable pour faire de l'engrais et puis basta. Ce qui veut dire qu'en fait l'investisseur, l'acteur de l'énergie, les énergéticiens, ce sont eux qui investissent, c'est eux qui récupèrent la valeur ajoutée. Et du coup là, l'argent, cette manne ne passe vraiment sous le nez des agriculteurs. Point barre. Et c'est vrai que par rapport au point de départ qui était peut-être qu'on peut avoir un complément de revenus et réussir à stabiliser un petit peu les exploitations face aux aléas des cours mondiaux. Bon là en fait non, en fait c'est en train de basculer vraiment encore ailleurs avec une autre pression et du coup avec des commanditaires aussi. Parce que là je parle juste d'argent, mais en fait ça a aussi des impacts sur les cultures et sur l'utilisation des terres agricoles. Parce que un énergéticien, son objectif premier ça va être de produire de l'énergie et pas de valoriser ces déchets agricoles. Donc si on veut d'abord produire de l'énergie, on va regarder quel est l'ingrédient à mettre dans ma marmite qui va dégager le plus de méthane. Et là on dit le fumier, les lisiers, ouais, pas tant que ça quand même. En fait, les cultures c'est vachement plus intéressant, les céréales c'est quand même pas mal, le maïs c'est vraiment pas mal. Donc en fait ce serait bien de faire plus de maïs, comme ça on peut en faire le méthaniseur. Et là c'est ce rapport de force qui est aujourd'hui en train de se passer, qui n'est pas soldé, c'est en train de se passer. Surtout que les lisiers, les fumiers sont effectivement en quantité phénoménale, mais il faut pouvoir les transporter et c'est au-delà de quelques kilomètres, c'est plus rentable. La balance devient défavorable. Donc effectivement, c'est la transition avec le volet 3 sur la question de l'alimentation. Parce que si on décide de consacrer certaines terres à produire en gros le maïs, pour résumer, il peut y en avoir d'autres, d'autres céréales, plantes, pour alimenter les microbes qui vont décomposer la matière et produire ce gaz, c'est au détriment forcément d'autres cultures. Enfin, je dis forcément. À la base, non, parce qu'il est question de culture intermédiaire, mais on voit que aussi c'est pas forcément respecté. Il y a des limites légales et il se montre assez simple de frauder. Oui, en fait, c'est un tour de passe-passe, c'est un tableau, et en fait, la question, c'est comment est-ce qu'on fait rentrer une culture d'une case à l'autre, en fait. C'est ça le jeu, quoi. Et c'est vrai qu'en fait, la réglementation, donc en gros, il y a les cultures principales, donc qui prennent un maximum, enfin voilà, les cultures principales, les cultures intermédiaires, donc, enfin, comment je peux expliquer ça simplement. Vous avez une parcelle, un champ, vous avez une culture, mais elle ne va pas pousser du 1er janvier et vous n'allez pas la récolter le 31 décembre, quoi. Donc il y a plusieurs moments dans l'année, donc la principale c'est la majoritaire, et vous mettez des petites cultures entre les deux, ce qu'on appelle les cultures intermédiaires. Et donc l'idée dans la méthanisation, c'est que ces cultures intermédiaires, vous pouvez en mettre plein dans le méthaniseur. Par contre, les cultures principales, qu'on pourrait aussi appeler des cultures dédiées, c'est-à-dire on fait pousser pour nourrir le méthaniseur, ça on peut en mettre un peu, mais un peu, 15% maximum. Et ça c'est un point très important dont on se vante beaucoup en France. C'est-à-dire qu'en Allemagne, qui est un peu le contre-exemple de la méthanisation, en Allemagne, ils font la méthanisation avec des terres 100% dédiées à la méthanisation. Et ils se sont dit, donc ça a marché très bien, ça a explosé, et puis au bout d'un moment ils se sont dit, oula, ça fait quand même vraiment beaucoup, on va réduire. Du coup la France, elle dit, mais nous on a mis cette limite de 15%, on est génial, on est bordé, hop là c'est bon quoi, on a ce garde-fou des 15%. Et là le tour de passe-passe évidemment arrive, c'est-à-dire que il y a une date qui dit quand une culture est semée avant le 15 mai, on est en culture principale et après c'est culture secondaire, ou l'inverse, je sais plus, j'ai tout à fait pu l'embrouiller. Mais c'est juste pour l'exemple. Et du coup, il suffit de semer après la date et vous changez de case dans le tableau. Et ça y est, c'est fait. Et il n'y a pas de c'est lié au contrôle lié à la PAC, à la politique agricole commune, donc la politique européenne. Donc voilà, donc en fait il y a des tours de passe-passe qui peuvent se faire assez facilement et on voit que c'est ça qui est en train de se développer, quoi. Donc la question que ça soulève, c'est qu'est-ce qu'on veut faire, enfin à quoi servent les terres agricoles? Parce qu'un argument qui revient souvent de la part des méthaniseurs, enfin des gens qui portent la méthanisation, c'est de dire mais on a toujours dédié une partie de nos terres agricoles à l'énergie. Et en l'occurrence, une partie des terres qui nourrissent les bêtes qui vont faire la traction animale. Donc en fait c'est une forme d'énergie, donc en fait ça revient au même. C'est un argument qui est souvent soulevé et des élus disent aussi mais après tout pourquoi pas, on pourrait effectivement se dire que ok pour dédier une partie des terres agricoles, mais la question c'est combien, est-ce que 5% des terres c'est acceptable, 10, 15, 20, 50, voilà, mais c'est de réussir à poser un peu cette bascule sur
de soulever ça dans le débat public. Qu'est-ce qu'on veut faire des terres agricoles et quelles sont leurs utilisations et leur vocation. Donc on voit bien qu'il y a cette dimension-là qui est en train de se développer très fortement. Et il y a un autre aspect, c'est qu'on voit aussi des denrées, on a eu des exemples de denrées consommables, en l'occurrence du lait, qui a été utilisé directement dans des méthaniseurs, et c'est écrit dans les plans, hein, quand on dépose son dossier, on doit dire qu'est-ce qu'on compte mettre dedans, quoi. Et du coup, dedans est écrit vraiment produits laitiers. C'est-à-dire pas déchets issus de la production laitière, hein, mais vraiment du lait, du vrai lait. Ce qui pose aussi, c'est la question de... on a des produits consommables qui sont allés dans des méthaniseurs. Dans un article, je crois, de Vosges Matin, que j'ai lu depuis la publication de l'enquête, il était question de pain au chocolat. Donc probablement des surplus, enfin j'ose espérer, mais c'est en tout cas probablement du gâchis, enfin si on se met dans cette perspective de produire en masse, et puis parce qu'on n'arrivera pas à vendre, on le mettra dans le méthaniseur. En termes de consommation d'eau, en termes de production, de consommation énergétique pour les produire, c'est délirant, quoi. Ouais, en fait, la question, ça veut dire, est-ce que dans ce cas-là, le méthaniseur, c'est une variable d'ajustement en cas de surproduction après tout, pourquoi pas, mais je veux dire, la question elle se pose et il faut essayer de voir les conséquences que ça a, et est-ce qu'on considère que c'est acceptable de méthaniser des denrées consommables et de les mettre là-dedans en cas de surproduction, et avec tout ce que ça sous-entend comme énergie pour pouvoir produire des pains au chocolat, des pommes de terre, du lait, etc. Est-ce que c'est acceptable ou pas? Oui ou non? Dans quelle mesure? Dans quelle proportion? Ce que tu avais montré dans ta première enquête aussi pour Reporter, c'était que la méthanisation, elle ancrait encore davantage l'agriculture dans un mode intensif qui nous éloigne d'un modèle dit paysan et voilà, on touche encore du doigt cette question-là avec celle des terres à vocation énergétique. Oui, parce que, et même si on prend juste sous l'angle économique, vu que les investissements doivent être de plus en plus importants, il faut pouvoir développer aussi l'exploitation avec. Et on le voit bien, d'ailleurs, je vous invite à regarder, évidemment, je vous invite à lire l'enquête au complet, mais dedans, il y a une illustration qui est hyper intéressante et qui est saisissante. On a, à partir avec l'illustrateur Jean Leveugle, on a regardé plusieurs vues satellitaires d'exploitation qui font de la méthanisation, et on a fait une exploitation type, en fait, finalement, sur son agrandissement. On voit le corps de ferme initial, le premier agrandissement et le dernier en date avec les méthaniseurs, et souvent avec une augmentation de la taille des cheptels, en fait, qui va avec. Et on voit bien, en fait, effectivement, il y a une tendance à l'agrandissement et en fait à la concentration. Et cette tendance qui est déjà à l'œuvre sans la méthanisation, hein, qui est tendance à cette concentration déjà au niveau agricole, est encore renforcée. En fait, la méthanisation ne crée pas l'intensification, mais en fait, elle renforce ce qui est déjà en train de se passer en ce moment. Et c'est ce qui se passe d'ailleurs aussi à Ifindic, à côté de Rennes. On est déjà sur des exploitations qui sont déjà très importantes. Et là, en fait, on renforce encore un cran de plus, en fait, cette dynamique-là qui va sur la concentration. Ceci étant dit, on trouve aussi évidemment des contre-exemples comme de la micro-méthanisation, où là, on est sur des toutes petites choses qui permettent, pour le coup, l'autonomie de l'exploitation. Donc, c'est vraiment les déchets d'exploitation qui sont réutilisés sur place, quoi. Mais la tendance générale et majoritaire, la dynamique générale, elle est là-dessus, quoi, sur l'augmentation et la concentration de l'exploitation, avec l'augmentation des unités aussi. Oui, des agriculteurs bio défendent la méthanisation aussi, mais pas du tout dans ces proportions-là et pas du tout avec cette dynamique. Mais voilà, vous voyez que c'est jamais tout noir ou tout blanc. Le dernier volet touche à des questions sanitaires qui ne sont pas tranchées, c'est-à-dire est-ce qu'il y a un risque de développement de maladies dans ces grands chaudrons, et ce que tu montres, parce que tu consacrais pas mal de temps sur cette question, c'est que d'une part on ne sait pas, ce qui est déjà un problème en soi, et de deux, c'est qu'il pourrait y avoir des mesures, des normes qui soient prises pour l'hygiénisation, en fait, c'est le terme que tu vas pouvoir nous expliquer. Mais voilà, encore une fois, ça coûte cher, et le plus souvent, quasi la totalité, c'est jamais le cas. Alors effectivement, sur ce volet-là, c'est plus ça d'ailleurs qu'on l'a mis en le titrant cluster potentiel des maladies de demain, et c'est vraiment, ce sont des questions
Mais ce que je trouve très intéressant là-dedans, c'est que le temps de la science et de la recherche scientifique n'est pas le temps de la réalité, de la dynamique à laquelle ça se développe. Je fais juste ce petit temps de parenthèse, mais en fait, des chercheurs, par exemple, quand ils veulent savoir, je sais pas, est-ce qu'une unité de méthanisation, si elle chauffe à 40 degrés, dans quelle mesure elle réduit plus ou moins des pathogènes, donc des virus, des bactéries, etc. Ils vont prendre un type de déchet, le tester sur plusieurs températures à 40 degrés, 41, 41,2 pendant 2 jours, 3 jours, 6 mois. Et donc tout ça, ça prend vachement de temps. Et on teste sur un type, par exemple, juste sur un type de lisier, par exemple. Sauf qu'en fait, dans la réalité, il y a plein de trucs qui viennent de partout. Et donc, en fait, ce que j'ai demandé à mes interlocuteurs, et plutôt mes interlocutrices, est-ce qu'on sait en vrai ce qui sort en fait des unités de méthanisation en termes sanitaires, et en fait on ne sait pas parce que c'est des analyses de laboratoire en fait. Et c'est normal, c'est la rigueur scientifique, on isole chacun des paramètres. Évidemment, il faut être un peu rigoureux, mais le côté grosse tambouille, grosse marmite, en fait, on ne sait pas exactement en fait ce qui se passe. Donc voilà, donc ça c'est quand même un premier point qui est assez voilà, enfin, on sait pas vraiment. Alors oui, parce que à la sortie du méthaniseur, on l'a pas dit, mais en fait il sort quasiment le même volume que ce qui est rentré. Sauf qu'à la sortie, on va appeler ça du digesta. Et c'est une matière semi-liquide, enfin ça se présente sous deux formes en général, qui est censée être vertueuse dans le sens où elle doit permettre d'amender les sols, comme servir d'engrais en fait. Voilà, donc la question c'est dans ce digesta, qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qui va être répandu sur les sols, qu'est-ce qui va potentiellement terminer dans la nappe phréatique, dans la rivière, voire dans les aliments qui sont cultivés. Voilà, on ne sait pas. Effectivement, en fait, quand on dit digesta, en fait, c'est aussi lié à, en fait, la marmite. En fait, c'est un peu une digestion. C'est assez proche de la technique de la digestion. Et du coup, effectivement, sur ce qui reste, de manière générale, ce qu'on sait quand même, c'est que les pathogènes, de manière générale, il y a quand même ils se réduisent quand même pas mal entre l'entrée et la sortie, mais pas tous. Il y en a certains qui résistent et qui même se changent de forme. C'est pourtant qu'ils sont plus dangereux, mais disons qu'ils se renforcent à 40 degrés pour certains pathogènes. En fait, c'est un bon petit sauna dans lequel on est bien. Il y en a d'autres, c'est une température assez élevée pour qu'ils se réduisent. Et effectivement, ce digesta, après, il est épandu sur les champs. Donc, qu'est-ce qui se passe après? Donc dedans on peut trouver les pathogènes, enfin ces agents pathogènes, mais selon ce qu'on fait venir comme déchets. Donc par exemple, que se passe-t-il pour les bouts de stations d'épuration? Pour le moment, les méthaniseurs n'ont pas franchement trop envie de prendre des bouts de stations d'épuration, mais c'est en train de pousser quand même dans cette direction-là. Donc les bouts de stations d'épuration, ce sont les déchets du traitement. Les stations d'épuration traitent nos eaux usées, donc nos toilettes, nos douches, nos lave-linges, etc. Et une fois que tout ça s'est nettoyé, il en reste un déchet compacté qu'on appelle des bouts, donc des bouts de stations d'épuration. Dedans, les métaux lourds restent à l'intérieur, ils s'accumulent au fur et à mesure. On a des résidus de pesticides et tous les résidus de notre vie à nous, c'est-à-dire de tous les médicaments qu'on prend. Nous sommes des grands consommateurs d'antidépresseurs, de contraception. On trouve des traces d'ibuprofène aussi. Tout ça, c'est des études qui le montrent. Et on met ça dans un méthaniseur. On mélange tout ça et qu'est-ce qui se passe après? Qu'est-ce qu'il en reste? Donc, comme on vous l'a dit, on ne sait pas forcément, on n'a pas de réponse claire et définitive. De là à dire qu'il y a plein de trucs, enfin voilà, on ne sait pas en fait. Concrètement, on ne sait pas. Mais après ça, on les prend sur les champs. Et ça, les métaux lourds, en fait, par exemple, ils restent, ça ne disparaît pas. Donc voilà, donc c'est ça la question qui se pose, c'est comment, qu'est-ce qui reste entre l'entrée et la sortie, on ne sait pas trop. Un autre sujet qui est soulevé par une doctorante de l'INRAE, c'est la question de l'antibiorésistance, c'est-à-dire rappelez-vous, les antibiotiques, c'est pas automatique, et plus on en consomme et plus on résiste au traitement suivant. Donc ça vaut pour nous, mais à peu près pour tout le vivant, et dont dans les élevages. On utilise quand même pas mal d'antibiotiques. Et en fait, elle montre dans sa thèse qu'elle a isolé des gènes qui résistent, des gènes de résistance, et elle montre que à l'entrée, il y en avait 14, il y en avait 7 à la sortie, dans des conditions de laboratoire, donc qui ne représentent pas des conditions réelles, donc qui sont dans un truc très contrôlé quand même, on en retrouve à la sortie. Donc quid dans des conditions réelles, qu'est-ce qui se passe? Et pour le coup, on ne sait pas.
Une des solutions pour éviter ça, ce serait d'utiliser une technique qui s'appelle l'hygiénisation. L'hygiénisation, c'est un passage à 70 degrés pendant 1 heure. Donc ça, c'est assez efficace. Pour le coup, là, ça réduit quand même énormément les risques. Le problème, c'est que ça coûte quand même super cher. Et pour le coup, ce n'est pas obligatoire. Les petites unités de méthanisation bretonnes, dans cette catégorie réglementaire que sont les petites unités, sont toutes sous régime dérogatoire au niveau de l'hygiénisation. Donc concrètement, il y a très peu d'hygiénisation en Bretagne. Ceci étant dit, c'est possible de la mettre en place, mais il faut l'intégrer en fait dans le modèle économique, tout simplement. Il y a plein de questions qui se posent. Qu'est-ce qu'il faut hygiéniser? Est-ce qu'il faut tout hygiéniser, tout à l'entrée, un petit bout, mais ce qui vient des animaux, à l'entrée, à la sortie? Voilà, là il y a évidemment tout un champ de recherche qui est en train de travailler sur le sujet, sans réponse claire et définitive. Et donc pendant ce temps-là, on a 25 méthaniseurs de plus depuis le début de l'année. Donc voilà. Énergie renouvelable du gouvernement qui est présenté en Conseil des ministres. Ensuite, le débat parlementaire. Probablement que la question de la méthanisation sera posée à un moment ou à un autre. Voilà, en tout état de cause, c'est un sujet brûlant d'actualité. On va essayer de répondre à des questions. Donc vous pouvez vous rapprocher. Je vais tendre un micro. Si un bénévole peut faire l'intermédiaire pour le micro. Oui, c'est mieux parce que déjà nous, sinon on n'entend pas, le public encore moins. Et puis on filme. Je voudrais savoir ce qu'il en est sur le plan agronomique, car la méthanisation transforme du carbone en méthane. Pour ce qui est de l'humus, lui aussi se nourrit du carbone. Donc là, il n'y a plus de carbone pour le coup. Qu'est-ce que vous en dites? Alors, c'est très simple, ça fait partie des sujets que l'on n'a pas abordés. La question agronomique, pour le coup, on ne l'a pas du tout traitée dans l'enquête. Donc, je peux malheureusement pas vous répondre, peut-être pour une prochaine enquête plus tard. Mais là-dessus, on n'a pas du tout été sur cette thématique-là. Je vais répéter la question précédente, parce que je pense que pour notre avenir et l'avenir de nos enfants et petits-enfants, la question agronomique est très, très, très importante. Vous utilisez parfois des mots qui me paraissent injustifiés en parlant des déchets. Quand on parle d'un fumier, le fumier, un temps fut, et jusqu'à il n'y a pas très longtemps, était considéré comme un amendement. Donc le fumier, c'est la réserve prochaine de l'humus des sols, hein, et aussi toutes les déchets de culture. La paille maintenant, pour certains, est considérée aussi comme un déchet de culture. Et donc c'est aussi la paille enfouie fait partie de la régénération de l'humus pour nos générations à venir. Donc toute cette problème agronomique, elle est primordiale, je pense, et donc elle doit être abordée et défendue au maximum. Oui. Sylvain dit que quelqu'un a une réponse dans l'assistance. C'est vrai que sur la question du déchet, j'ai utilisé ce mot-là, ce que je disais un petit peu en intro, hein, non pas au sens strict ou réglementaire, mais uniquement dans un souci de compréhension. Mais effectivement, tout à fait, ce ne sont pas des déchets à proprement parler d'un point de vue réglementaire, ce sont des choses, des outils intéressants. Ouais. J'ai lu à peu près complètement l'enquête sur le site Splan, donc bravo, c'est une belle enquête. J'ai une question, c'est pas une critique, c'est une question. J'ai l'impression, je dis bien l'impression à lire l'enquête, que vous avez beaucoup plus travaillé de manière très exhaustive à partir de documents, de dossiers, qu'en allant sur le terrain voir comment ça se passait dans des unités effectives de méthanisation. Alors est-ce que c'est un choix? Est-ce que vous avez eu des difficultés pour aller sur le terrain? Par exemple, ce que vous dites à propos du manque de compétences de certains agriculteurs pour gérer des petites unités de méthanisation, est-ce que vous avez pu le constater sur le terrain? Voilà, c'est la question. Merci. Oui, il y a eu un gros travail effectivement documentaire. Pour autant, on est aussi allé rencontrer les agriculteurs qui font de la méthanisation et aller voir différentes unités de méthanisation. Donc effectivement, cette partie, on va dire, reportage et de terrain se ressent moins.
dans l'enquête, parce qu'en fait on s'est rendu compte à quel point c'était compliqué et on s'est dit que on a choisi d'abord de rendre compréhensibles les enjeux de la méthanisation et en se disant le reportage, le côté sur le terrain, on a décidé de plutôt axer sur la question de la pédagogie pour que tout le monde arrive à comprendre ces sujets qui sont très techniques, d'où le fait que ça se ressente moins. Sur la question du manque de formation, en fait, c'est vrai que dit comme ça fait un peu jugement de valeur à l'emporte-pièce. Ce que je veux dire, c'est que là, par exemple, il y a une formation pour les agriculteurs sur la méthanisation qui a été mise en place à Pontivy, là, au début de l'année. Mais en tant que formation professionnelle, c'est quelque chose de très récent qui s'est fait d'abord sur du retour d'expérience et de la transmission un petit peu à la volée. Et que là maintenant il y a des choses qui sont en train de se structurer là-dessus, comme sur la question des matériels. Il y a un label qui vient d'être créé qui s'appelle le label Calimeta par exemple. Donc il y a des choses qui sont en train de se mettre et de se structurer. Mais au niveau de la formation, je veux dire, je ne dis pas que les agriculteurs sont incompétents pour faire de la méthanisation, ce n'est pas ce que j'ai dit. Et par contre, il y a pas mal d'accidents. Je te passe le micro parce que je répète ta phrase. Il y a pas mal d'accidents en général sur les questions de matériel. Oui, tout à fait. Les services de l'État qui recensent quand même une partie des accidents montrent que les accidents premiers sont essentiellement dus en termes de cause à des défauts de matériel et pointent eux-mêmes un manque de formation de la part des porteurs de projets de méthanisation. Merci pour la présentation. Une petite question, j'aimerais savoir de quelle manière les méthaniseurs polluent. Donc il a été question de rejet de méthane, il a été question de digestat. Quels sont les impacts, notamment des digestats? Merci. Alors là, on revient à cette question un peu agronomique sur la question des sols et l'appauvrissement des sols. C'est ce qu'on a mis dans l'article. On n'a pas été sur cette partie-là, parce que c'est vraiment un gros morceau d'aller sur la question agronomique et la question de la qualité des sols. Donc là-dessus, je ne vais pas trop me hasarder à essayer de vous répondre. Néanmoins, au niveau de la pollution, des pollutions en général, souvent quand il y a des accidents, ce sont des accidents de cuve et donc de digestat qui vont se répandre sur les sols et dans les cours d'eau. Et en fait, c'est utilisé comme engrais, donc c'est quand même bien concentré. Enfin, c'est comme vous, si vous mettez un engrais issu de votre compost, vous en mettez plein dans votre pot, je sais pas, dans un pot de fleurs, ça va pas très bien se passer, quoi. La comparaison un petit peu. Voilà, dans l'ordre d'idée, vous voyez c'est le problème que ça pose. Et donc là, en fait, on est sur les mêmes mécanismes, en fait, quoi. Donc c'est ce qui s'est passé, par exemple, sur l'unité de Châteaulin, où là, on a une cuve, on a eu 400 mètres cubes qui sont déversés dans les cours d'eau et qui sont allés jusqu'à la station qui pompe l'eau pour l'eau potable. Et c'est pour ça que ça a été arrêté, parce que c'était trop chargé, là, c'était une pollution organique. Donc c'est trop de matière organique dans les cours d'eau à ce moment-là. Ça sent la fin. Non, je vous rassure. Je pense que vous l'avez évoqué brièvement, mais je voudrais souligner quand même que l'intérêt de Alto Mare Vert pour le sujet de la méthanisation, c'est aussi, comme certains le savent ici, c'est que nous avons à Ploufragan, sur la zone industrielle des Châtelets, un projet de gros méthaniseur. L'enquête publique a eu lieu, elle s'est achevée le 20 juillet. Nous avons fait une déposition à cette enquête publique, pour une enquête publique qui concernait 27 communes. Je rappelle que une première demande avait été déposée par Engie en octobre 2020, 2 ans auparavant, et comme ils avaient eu le culot, l'impudence de faire une demande pour un méthaniseur de 98,5 tonnes jour, c'est-à-dire juste en dessous de la barre des 100 tonnes valant autorisation, ça avait soulevé une certaine indignation, et donc le préfet avait décidé que oui, bon, quand même, 98,5, on n'était pas loin de 100. Oui, bon, d'accord, finalement, en novembre, il avait pris un arrêté pour décider que ce dossier vaudrait constitution d'un dossier de demande d'autorisation. Et donc, il est revenu sur le tapis cette année pour 100 tonnes, c'est-à-dire à peu près
100 tonnes jour, 36 000 tonnes par an. Alors la particularité de ce dossier, c'est que eh bien, nous sommes dans le pays de Saint-Brieuc, dans une zone assez centrale en Bretagne, ce qui nous vaut le privilège d'avoir un projet de méthaniseur qui va drainer des déchets de l'industrie agroalimentaire bretonne. Et des sites de l'industrie agroalimentaire en Bretagne, on en a beaucoup, hein, je crois qu'il y en a quelque chose comme 1400, donc on n'a que l'embarras du choix pour faire venir du Finistère, du Morbihan, d'Ille-et-Vilaine ou des Côtes-d'Armor des déchets de l'agroalimentaire vers Ploufragan. Alors, évidemment, quand on fait venir des déchets des 4 autres départements et qu'on épand ensuite le digestat sur une petite aire géographique, un mouchoir de poche, au départ, il était question de les épandre sur 19 exploitations sur les communes de Ploufragan et Plédran, eh bien, ça revient à concentrer encore plus d'azote sur un bassin versant qui est bien connu pour être déjà particulièrement surchargé en azote, qui nous vaut les algues vertes que vous savez. Alors, comment a-t-il essayé de s'en sortir de cette histoire? De nous dire que non, non, il n'y aurait pas de problème, il n'y aurait pas de surcharge d'azote, même si on allait en faire venir de partout. Bon, le nombre de fermes, cette fois, dans le deuxième dossier, on est monté de 19 à 23. Ouais, enfin bon, ça n'agrandit pas beaucoup le mouchoir de poche, on va épandre ça. Mais surtout, il est écrit dans le dossier, c'est une pièce qui a été déposée assez tardivement, il y a une attestation qui tient sur une feuille en, je ne sais plus si c'est 2 lignes et demie ou 3 lignes et demie, où il y a une entreprise de Vendée qui s'appelle Orbrun et qui fait du compost bio, qui atteste être en capacité, je dis bien en capacité, hein, le mot signifie signifie bien ce qu'il veut dire, être en capacité de prendre en charge à peu près 50%, la moitié du digestat sortant de Ploufragan. Qui dit en capacité ne signifie pas qu'il a l'intention de le prendre, il signifie qu'il a les capacités techniques de l'accueillir. Ils n'ont même pas écrit qu'ils s'engageaient à prendre ce digestat sous réserve qu'il ait la qualité nécessaire, sous réserve qu'il passe la rampe des analyses de qualité. Rien de tout ça. Donc, une attestation qui tient en 2 lignes et demie, je précise, dans un dossier qui fait quand même 1100 pages, ça paraît un petit peu léger comme engagement à ne pas trouver un moyen, on va dire, de ne pas surcharger le bassin versant de Saint-Brieuc en azote. Autant dire que c'est un projet qui est calamiteux à ce titre-là et calamiteux pour tout ce que vous avez pu exposer ici. Il a tous les inconvénients de cette méthanisation industrielle, parce que là, on n'est plus du tout dans la méthanisation agricole. Les agriculteurs sont utilisés pour recevoir le digestat. On se demande même comment ils ont pu être manipulés, comment ils peuvent accepter de donner aux méthaniseurs souvent du fumier, parce qu'il n'y a pas que des éleveurs de cochons, il y a des éleveurs laitiers. Comment ils donnent du fumier aux méthaniseurs industriels pour recevoir en retour du digestat dont il est... Enfin, il n'y a pas besoin d'être ingénieur agronome pour savoir que le fumier est quand même plus intéressant que du digestat. On se demande comment ils peuvent avoir été ainsi roulés dans la farine. On ne comprend pas. Voilà. Bon, je ne vais pas m'étendre plus sur ce sujet, mais c'est pour vous dire que oui, ici aussi, on est particulièrement concerné par ce sujet. On a aussi un gros méthaniseur en Lamballe. Enfin, on a quand même une densité
de méthaniseurs. On est la première région de France en densité de méthaniseurs par rapport à la surface agricole. Donc oui, c'est un vrai problème en Bretagne, c'est un vrai problème partout, c'est un problème qui vous a été exposé, donc je ne vous en dirai pas plus, mais je tenais à dire quelques mots quand même sur ce projet qui nous concerne ici à Ploufragan. Merci. Est-ce que Julie, tu avais quelque chose à Oui. ajouter? Je voulais juste rebondir sur le fait qu'il y a un projet, que je vous disais, sur les installations classées pour l'environnement. Il y a les petites, les moyennes et les grosses installations. Et en fait, du coup, il y a des seuils. Hein. Donc en gros, il y a les limites à 30 tonnes jour, 100 tonnes jour. Et cette technique en tout cas le fait de proposer un dossier à 29,8 tonnes et un an après, on augmente la capacité du méthaniseur, c'est quelque chose de très courant. L'Adréal, oui, c'était dans un rapport, c'était Adréal, dans un rapport de l'Adréal sur 2020, montre qu'un tiers des méthaniseurs bretons augmentent de capacité, enfin doublent au moins leur capacité dans les 5 premières années de mise en fonctionnement. Donc, et en fait, l'idée c'est pas de filouter avec la réglementation parce que elle s'applique quand on change de catégorie. En revanche, quand on dépose un premier projet à 29,8 tonnes, donc juste sous la limite qui fait qu'on reste encore en petite installation, donc on peut, donc là il suffit de déclarer son installation. Et une fois que c'est fait, qu'on a investi, qu'on a fait son enrobé, qu'on a posé les cuves, les zones de stockage, etc. Bon bah là, hop, on demande à passer au niveau supérieur. Et en fait là, c'est compliqué de dire non quand même. Parce qu'en fait c'est déjà fait, les travaux ils sont faits. Et donc c'est compliqué de dire à un exploitant, bon bah non, vous allez rester en sous-capacité et puis bah c'est tout en fait. Donc en fait c'est une stratégie du fait accompli. Une fois que c'est fait, bon bah c'est compliqué de dire non. Hein. Et donc ça c'est une pratique qui est assez courante et qu'on voit assez régulièrement, que ce soit à Ploufragan ou dans d'autres communes bretonnes. Et qui dit oui, c'est pas le conseil municipal. Il y a toujours la préfecture en fait qui passe derrière. Voilà, dernier recours, c'est le préfet. Et comme tu l'écris, les conseils municipaux ont peu de marge sur ces questions. Tout à fait. Ouais, c'est juste ce petit point de complément. Est-ce que vous avez encore... Est-ce qu'il y a une question? On a encore 5 minutes. Une remarque, un complément. Je le dis, on n'est pas exhaustif et on va d'ailleurs continuer à être en veille, ça je peux le dire, avant que quelqu'un s'approche ici, je peux en profiter. Nous avons dans les principes de fonctionnement de ce plan ce droit de suite, qui est un principe journalistique, de continuer à documenter ces grands thèmes, donc l'ammoniac, la méthanisation, les autorisations d'agrandissement d'exploitation porcine. Donc on a déjà commencé à faire ce droit de suite par le biais d'une newsletter, donc une infolettre totalement gratuite à laquelle vous pouvez vous inscrire et vous désinscrire comme vous le souhaitez. C'est pas plus d'un mail par mois, en tout cas une douzaine de mails par an, qui sont des articles, enfin des brèves, c'est pas non plus des gros pavés, que vous pouvez aussi retrouver sur notre site tout à fait gratuitement également, splant.org. Et l'adhésion, l'inscription à cette infolettre se fait sur le site. Et si vous ne voyez pas comment faire, vous pouvez venir aussi au stand de Splant sous le pardon blanc et on notera votre adresse mail et on vous inscrira nous-mêmes. Juste en complément, pour vous expliquer peut-être rapidement comment s'est faite l'enquête. J'ai travaillé avec, je ne vais pas faire le boulot toute seule, j'étais avec un collègue, Raphaël Baldous. On a commencé à travailler dessus au mois de janvier. Et c'est vrai que même si l'enquête elle est quand même longue, on est quand même en 4 volets, c'est quand même assez long, c'est quand même pas grand-chose par rapport aux entretiens et à la documentation qu'on a. Enfin, on a commencé à recenser un peu les documents, les rapports qu'on a lus. Je crois qu'on est à plus d'une centaine de documents. On a fait plus d'une dizaine d'entretiens, moi je dirais plus qu'à la vingtaine. Et c'est vrai que par rapport au nombre de gens et de documents cités dans l'enquête, en fait, il n'y a pas grand-chose par rapport au travail. Et c'est ça qu'on a voulu écrire dans ce qu'on appelle la boîte noire de l'enquête, c'est d'écrire un petit peu les coulisses et aussi d'ailleurs les aspects non traités qu'on n'a pas pu traiter dans l'enquête et qui mériteraient, mais on ne peut pas tout faire et comme tu l'as dit en introduction, c'est pas du tout une enquête exhaustive. Et le but, c'est effectivement
de porter des éléments dans le débat public pour pouvoir y réfléchir, que tout le monde puisse s'en saisir et qu'on puisse s'interroger et se poser des questions là-dessus. On s'inscrit dans ce qu'on appelle un journalisme d'impact. C'est d'ailleurs pour ça qu'on a beaucoup de partenariats médias et que l'enquête a été publiée sur le site de Splend, mais aussi d'autres médias, 7 médias au total. Le but, c'est que ce soit publié dans un maximum d'endroits pour que ça puisse être lu, vu par un maximum de personnes et que ça ait de l'impact, c'est-à-dire de nourrir le débat public. Voilà, et juste pour que vous ayez un ordre d'idée, trop devant, sur combien ça coûte, parce que l'infolettre peut vous y inscrire. Combien vous coûtez alors? Voilà. Non mais je trouve ça important parce qu'en fait on voit ce résultat, on se dit ah ouais c'est bien, on l'a gratuitement, mais en vrai bon bah c'est du boulot, mais en fait ça coûte aussi de l'argent. Et là cette enquête elle a coûté entre 15 et 20 000 euros. C'est ça. Voilà. Et c'est financé uniquement par les citoyens. On n'a pas d'argent qui vienne d'entreprises, de partis politiques ou autres. Et donc en fait vous sentez la réclame que je suis en train de faire. Mais c'est important en fait, c'est grâce à l'argent que les citoyens vous pouvez donner qu'on peut après lancer des enquêtes et qu'on peut monter ces partenariats avec les médias pour que ce soit lu par un maximum de personnes. Donc voilà, donc c'est quelque chose qui est important et sans vous, enfin citoyens et lecteurs, ça n'existerait pas. Donc je ne saurais que vous inciter à faire des dons réguliers déductibles à 66% des impôts. Voilà. Si vous êtes imposable, sinon cherchez Sinon vous quelqu'un êtes qui l'est. remboursé, hein. Non mais oui, j'ai remboursé. Cherchez quelqu'un qui est imposable autour de vous. Elle a parlé des lisiers, donc des lisiers de porc, et des fumiers de bovins. Et en fait, bien des exploitations agricoles qui ont des vaches laitières notamment, n'ont pas de fumier. C'est du lisier aussi. Ce qui va être de paille, notamment, enfin c'est surtout les exploitations qui fonctionnent en zéro pâturage. C'est-à-dire que les vaches restent sur l'exploitation et les pousses de vache et les urines sont raclées de la même manière que les porcs. Voilà. Et justement, la méthanisation renforce ce cycle. C'est un cercle. Ça n'a pas la richesse d'un fumier. Ouais, c'est un cercle vicieux, puisque l'installation d'une unité de méthanisation va favoriser ce système de raclage, donc moins de pâturage, donc moins de fumier et un appauvrissement probablement de la terre. Et même, autre remarque, parmi les choses que nous n'avons pas pu écrire parce que faute de place, mais effectivement, la méthanisation peut aussi pousser au fait de limiter de plus en plus les pâtures. Et comme ça, moi j'ai visité un méthaniseur, enfin une unité de méthanisation, avec des animaux qui ne sortent plus du tout. Comme ça, on peut récupérer toutes les déjections avec ce système de racloir. Donc là, on a des endroits où des animaux ne sortent plus. Parce qu'en même temps, sinon on ne va pas les récupérer les déjections dans les pâtures. Hein. Donc voilà, donc comme ça on est sûr de bien tout récupérer. Donc ça pose aussi d'autres questions sur le modèle d'exploitation de manière plus générale. Même si ce n'est pas le cas partout, bien sûr. Alors, pour poursuivre cette discussion sur notre petit chapiteau, on a des livrets ammoniac que nous mettons en vente à 10 €. C'est un prix, on va dire, de soutien. Vous pouvez faire des dons et je le disais déjà ce matin, vous pouvez y compris normalement payer de façon dématérialisée, donc nous acceptons les cartes bleues, ça peut rendre service. Merci beaucoup pour votre attention et votre nombre cet après-midi qui nous motive à poursuivre aussi nos enquêtes, puisque sans vous, en fait, nous, on n'a pas d'intérêt non plus à travailler et à pratiquer un journalisme de temps long qui est très, très intéressant et qui prend du temps et qui n'est pas forcément toujours hyper rémunérateur. Donc voilà, applaudissons-nous.